Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode des UBBistes. Je suis comme toujours ravi de vous retrouver avec le copain Tuisova UBB. Salut Yannou. Salut mon Cyril, ça va? Bah écoute, ça va, hein, comme après une victoire à l'extérieur dans la Furia des Mégirales, ça peut être qu'un bon week-end. Toi ça a été? Nickel. Et en plus, j'ai acheté la licence Power Director, donc là je vais faire plein de vidéos. Là. Pa, pa, Ah pa. ouais, vous pouvez aller voir du coup les montages de Yann sur son compte Twitter. Donc je disais Tuisova UBB où il retrace un peu les plus belles actions, même toutes les actions des meilleurs joueurs chaque week-end du côté de l'UBB. Donc on vous le conseille. D'ailleurs, t'en as posté quelques-unes aujourd'hui et on va pouvoir revenir sur les meilleurs joueurs un peu plus tard dans l'épisode. Au programme cette semaine, un épisode un peu light, puisqu'on n'a pas de prochaine rencontre à présenter. Mais on va quand même revenir sur l'UBB qui reprend sa place de dauphin grâce à cette victoire face à l'USAP. Un petit point ensuite sur le classement, les actus du club comme d'habitude, et la présentation d'un espoir que vous avez pu découvrir ce samedi soir. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et ce samedi soir à 21h à Aimé-Giral, notre UBB affrontait Perpignan pour terminer cette période des doublons de la meilleure manière possible et surtout rattraper la défaite face au Loup à domicile. Et tout a très vite démarré puisque Yon Etchegaray inscrit l'essai le plus rapide de l'histoire du top 14, rien que ça, sur un bon coup d'envoi de Mathieu Jalibert. Et une grosse défense et beaucoup de pieds de Maxime Lucu vont permettre d'abord à Jalibert de servir Van Rensburg pour son premier essai sous les couleurs de l'UBB et Falatea limitera un peu plus tard pour amener le score à 19-0 à la mi-temps. Mais dès la reprise, c'est l'USAP qui va prendre l'initiative et inscrire très rapidement 2 essais avant la 50e et avec en plus un carton jaune pour Johnny Gray pour revenir assez rapidement à 12-19. Donc là, on commence un peu à avoir les chocottes, mais à la 53e, on a les Catalans qui choisissent une mêlée sous les perches de l'UBB et ils perdent ensuite le ballon sur un en avant. C'est un peu sûrement le tournant de cette deuxième mi-temps. Puis un hors-jeu offensif, ça on reviendra ensuite là-dessus avec Yann, sur Moll Porté privera l'USAP d'un nouvel essai et c'est finalement Conorsa qui va inscrire un essai sur ballon porté un peu après l'heure de jeu. Mais Perpignan va tout de même essayer d'aller chercher un bonus défensif avec un dernier essai. Mais l'écart est déjà fait. On aurait même pu avoir un score un poil plus lourd. Mais la dernière passe de Carberry pour Etchegaray est jugée en avant. Et on finit sur un score de 17-29. Pas mal de choses à dire sur ce match. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh, il nous casse les couilles là. Et avant de commencer les points négatifs, toi, tu voulais revenir sur la prestation de l'USAP qui a envoyé quand même du jeu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la question qu'on se posait, c'était savoir est-ce qu'ils allaient jouer un jeu restrictif ou que du combat. Et finalement, j'étais assez surpris de voir qu'ils ont envoyé énormément de jeux. Ils nous ont même dominés dans ce secteur, je trouve, avec beaucoup de ballons portés, beaucoup de franchissements, avec des joueurs qui ont beaucoup porté le ballon comme Veradamou, l'ailier aussi. Donc franchement, chapeau Perpignan, parce que quand on joue le maintien, parfois on a tendance à vouloir mettre en place un jeu restrictif, et finalement ils ont plus porté le ballon et attaqué. Donc vraiment un super match. On peut aussi mettre en avant des joueurs comme Delpi, le jeune Toulousain qui est venu, qui est quand même sacrément mature déjà. Et lui, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est à Perpignan en plus. Ouais, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'il est là. Il attaque vachement bien la ligne, il joue bien au pied, il arrive bien à temporiser, il s'en va en défense. Vraiment une belle future recrue pour les doublons pour le Stade Toulousain. Ouais. Ils en ont déjà assez. Encore une. mais voilà, après Veradamou, je l'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé Oviedo qui faisait son retour, qui a été très pénible, le 8 argentin. Il a marqué d'ailleurs. Ouais, donc je pense que comme Van, ils peuvent se sortir par le jeu comme ça, tu vois. Je pense que c'est voilà, ils ont pas de chance parce qu'ils ont encore énormément de blessés. Je crois qu'ils ont encore des blessés ce week-end. Voilà. Mais c'était vraiment un très beau match. Ouais, très beau match. Et pour aller un peu à contre-courant des images qu'on a pu voir sur Canal+ en tribune, visiblement, il y avait quand même une grosse ambiance et pour le coup, une super
entente entre les supporters de l'USAP et de l'UBB. Vraiment, ça avait l'air d'être très très sympa à vivre et pour le coup, vraiment une entente entre les clubs de supporters et qui ont mis le feu pendant tout le match et on a pu voir aussi en avant-match qu'il y avait une grosse ambiance et pour le coup ça c'est à souligner. On reviendra pas du coup sur la sortie de Jalibert, etc. parce que je pense que tout le monde a vu les images. Moi, pour commencer, les points négatifs, et ça on en reparlera peut-être un petit peu après dans les actus du club, c'est je mettrai la blessure de Falatea qui visiblement s'est fait mal au dos et ça pourrait être assez embêtant pour nous, même si le prochain match est dans 3 semaines. Donc ça, heureusement, mais on est très très short à droite. Ouais, c'est un peu ce qui nous sauve, c'est que ce soit dans 3 semaines le match contre Toulouse. Il y a Jalibert aussi qui s'est fait une entorse à la cheville, visiblement. Ouais, ça on y reviendra dans les actus. Ouais. Donc ouais, à droite, on a flux tendu, on en parlera tout à l'heure, ils ont fait quand même un très bon match les deux, donc on n'a pas trop de solutions. Il faudra, il y a Tofa qui est encore là et Afan, mais voilà, on a deux droitiers de haut niveau depuis qu'on a perdu Sadi. Il faut vraiment qu'ils reviennent pour Toulouse, qui sera un match qui sera très compliqué. Ouais, bon en tout cas, c'est vraiment sur la partie gestion d'effectifs que ça pourrait être un peu plus compliqué, même si on a le temps avant Toulouse. Mais pour revenir plus particulièrement au match, côté point négatif, je l'ai souligné dans le résumé, c'est vrai qu'en début de deuxième, on a eu un gros trou d'air. Ouais, clairement. Clairement, on a eu 12 minutes, je pense, où la furia catalane qu'on attendait au début de match, finalement, on l'a eu en début de deuxième mi-temps. Et je trouve que donc ce qui explique bien ça, c'est le nombre de pénalités qu'on a concédées. Je crois qu'à la fin du match, on a 14 pénalités et on a été au bout d'un moment, en fait, on faisait plein de fautes bêtes, tu vois. Il y avait, j'ai une faute bête en évidence qui est petit. On vient d'encaisser des points. On fait un renvoi qui est plutôt positif avec une bonne hauteur de Jalibert comme il sait bien les faire. Et Petit qui va me charger le joueur de Perpignan. Et après, on repart dans notre camp. Pareil, quand Gray prend le carton jaune, il agrippe le bras du sauteur, tu vois. Donc plein de petites fautes comme ça qui ont fait qu'on a été gardé sous pression. Et finalement, on n'a pas pu sortir de ces multiples attaques de Perpignan, ce qu'on avait réussi en première, on en parlera, mais tu vois, en gagnant la bataille des rucks, etc. Là, on a trop subi et trop fait des fautes bêtes pour pouvoir après repartir chez eux, et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, clairement, c'est un cumul, parce que je crois que l'arbitre prévient Maxime Lucu avant le premier essai de Perpignan, et Gray prend le jaune pour accumulation de fautes. Enfin, c'est clairement ce que l'arbitre indique au moment du deuxième essai. Donc, c'est vraiment qu'on accumulait beaucoup trop les fautes. C'est ça, exactement. Et puis après, alors, autant notre système de jeu est basé sur la dépossession, là, je trouve qu'on a été un peu trop dépossédé. Parce que je crois qu'on finit à 33% de possession, ce qui est quand même très très peu. Alors, on a merveilleusement bien utilisé les ballons, mais il faut pas trop laisser le ballon comme ça à l'adversaire. On a vraiment trop subi pour ça. Ouais, ça fait partie quand même du plan de jeu. C'est vrai que quand tu regardes les stats au plaquage, je crois qu'on est à 250 plaquages contre moins de 100 pour Perpignan. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais comme tu l'as dit, c'est pas une nouveauté que l'UBB préfère la dépossession et notamment grâce à Jalibert et Lucu pouvoir ensuite reprendre le terrain et grâce aux flèches qu'il y a sur les côtés et derrière, envoyer des banderies, notamment en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que là, c'était un peu plus compliqué, notamment en deuxième. Exactement. Et du coup, si il y a un petit point négatif, je trouve, c'est sur nos placements défensifs. J'ai trouvé qu'on a été, sur plusieurs possessions, mis en difficulté, notamment sur l'aile de Rottière, où alors en fait, quand on repart de leur camp, forcément, t'es obligé de mettre en place une couverture. Donc, on avait Jalibert, il y a un ailier aussi côté fermé et le 15 qui sont en couverture. T'as trois mecs en fond de terrain, et donc de fait, t'as 3 mecs en moins dans la ligne. Et je trouve que les Catalans nous ont bien pris là-dessus, et ils sont allés tout de suite toucher les ailes, l'espace libre. Et j'ai trouvé que Retière, de temps en temps, en fait, s'était fait pas mal déborder. Et heureusement, on avait super machine, notre futur capitaine Nico Desporter, qui a rattrapé énormément de coups et qui a mis en poursuite pas mal de plaquages. Et donc c'est vrai que cette défense glissée où on se fait avoir un peu dans cette zone des 15, il faudra faire attention contre d'autres équipes où il y a des ailiers beaucoup plus rapides. C'est un peu une zone faible, je trouve, qu'il faudra corriger, même si Desporter a fait un sacré taf pour rattraper le retard, quoi.
Ouais, puis dans l'ensemble, quand tu passes ton temps à défendre, c'est vrai qu'il y a des fois où tu peux te faire un peu transpercer, mais c'est vrai que Retière, c'était face à Nakalevu, non, ou Dugi Valou. Voilà, du Guy Valou qui est passé à l'aile. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs. On peut passer tout de suite aux points positifs. Bon, et un point positif, évidemment, ce qui nous avait fait défaut en fin d'année, notamment à l'extérieur, les entames de match. Là, c'est compliqué de faire mieux avec 2 essais en moins de 10 minutes, dont un en moins de 10 secondes. Ouais, celui-là il nous fait du bien. Alors je sais pas comment ça a été vécu au stade, mais c'est vrai que c'est un peu la clim quoi. Donc même pas 10 secondes et puis Che Garay arrive à aplatir. Une belle boulette je trouve des Perpignanais, je sais pas comment. Alors le renvoi est très bien tapé, mais je sais pas ce qu'ils font à la retombée. Franchement, c'est un mystère. Tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que on a généralement du mal dans les entames. C'est un peu notre marque de fabrique. On l'avait vu contre les Sharks, etc. Et ben là, ouais, 14-0 en 10 minutes, on peut pas faire mieux, je pense. Et en plus, on aurait pu après même enchaîner parce que Caso, ça passe à, c'est pas loin après et ça passe pas loin. Ouais, Caso, donc qui a un essai refusé pour en avant, et c'est à la 14e. Donc Tu vois, effectivement, à la 15e, tu peux déjà avoir marqué le point de 3 bonus. essais. Ouais, tu peux déjà avoir le point de bonus, même si ensuite, à la 28e, tu as l'essai de Falatea qui t'offre le bonus temporairement, et que du coup, après, on va quand même perdre. Mais c'est vrai que l'entame de match a été top. Bon, après, c'est l'entame de deuxième mi-temps, du coup, qu'il a moins été. Oui, bah, C'est vrai que d'habitude, c'est l'inverse. ouais, ben là, Notamment à Vannes ou des choses comme ça, ou enfin, Clermont, La Rochelle, etc., où on avait du mal en début de match. Là, ça a été. Bon, après, c'est difficile. T'as forcément des temps faibles sur 80 minutes. il faudrait voir d'ailleurs si s'il y a une préparation particulière sur ce match, ou est-ce que c'est que des faits de jeu qui ont fait que, ou est-ce que ils ont changé quelque chose dans la préparation de match et ce serait d'ailleurs plutôt positif. Hein. Ouais, après, je pense que pour le coup, le premier essai Oui, n'a non, pas celui-là, grand-chose à voir avec. Ou alors, c'est peut-être la préparation de match de Perpignan, du coup, qui les a empêchés d'attraper la balle. Mais je pense que déjà, de base, ça te met dans des bonnes dispositions. c'est clair. Ouais. Et tu voulais aussi mentionner la conquête qui a été en place. Franchement, rien à dire. Ben, on discutait la dernière fois avec Hugo et c'est vrai que du coup, il nous avait indiqué qu'il y avait une grosse mêlée et donc du coup, il fallait se préparer à avoir une grosse pression dans ce secteur-là et je trouve on s'est très bien comporté, que ce soit les deux droitiers Big Ben et Falatea, mais également nos deux gauchers Poirot et Boniface. Donc vraiment très content. Et puis il y a aussi la touche où on est à 100% et on leur vole une touche. Donc ça, on savait qu'ils étaient un peu en difficulté, mais nous, sur nos propres touches, on n'est pas très serein d'habitude. Et là, on fait un 100%, et puis en plus, on marque dans des moments clés. Hein, c'est-à-dire que... Alors en touche, on a 14 touches gagnées pour 0 perdu, mais alors je sais pas comment ils comptent exactement, parce que tu as quand même celle qu'envoie Maxime Lamotte qui est un peu longue et qui est récupérée par Perpignan, mais qui fait en avant dans la foulée, donc je pense qu'ils ne la comptabilisent pas comme perdue celle-là. Ah, ok. Mais effectivement, c'est parfait ou quasi parfait. Ouais, bah ça fait plaisir de voir que voilà, on peut produire des matchs avec une conquête extrêmement propre. Et en mêlée, c'est vraiment surprenant aussi, parce que il y a un moment clé du match, tu l'as évoqué, cette mêlée à 5 mètres, Ouais. où on est à 7 contre 8. Et en fait, ça, Oui, parce que deux porteurs demandent s'il faut qu'il aille aider en mêlée ou pas. c'est ça, ouais. Et du coup, je dirais quoi, 4 ou 5 minutes avant, à la 48e, on a Brooks, le pied droit catalan, qui emporte littéralement Poirot. On prend vraiment une grosse sanction. Et après, c'est là où ça part en touche. Il y a la faute de Gray, on prend le carton jaune. Et après, bon, il marque l'essai. Donc là, on est à 19-12. Et donc après, ils reviennent encore dans notre camp. Et il y a cette mêlée à 5 mètres qui est, tu vois, 8 contre 7. Ouais. On est vraiment pas bien. Et il y a un petit aparté qui se fait. Et c'est là où on voit l'importance d'un Jeff Poirot et l'intelligence d'un Jeff Poirot. C'est que je vous recommande de regarder ces images. Il y a Poirot qui fait un petit aparté avec Conorsa et avec le 8 de devant. Et tu le vois qu'avec ses mains, en fait, il dit à ça ce qu'il faut faire pour changer l'axe de poussée. Parce qu'en fait, sur la première mêlée, le pilier droit catalan a bien pris Jeff en partant légèrement en travers,
mais il a complètement emporté. Et donc en fait, il fait un mouvement pour dire que on va complètement pousser à l'envers à ça. Et donc en fait, on voit sur la mêlée, il y a Poirot et ça qui sont quasiment déliés de Falatea et en fait qui vont pousser exclusivement sur le droitier et vers l'extérieur. Et en fait, ça a permis de caler la mêlée. Alors après, il y a le pilier droit catalan qui amène Jeff vers le bas. Là, on aurait pu avoir une pénalité, mais l'arbitre préfère laisser jouer. Et là, après, on a Gazzotti qui fait un superbe geste puisqu'il tape le bras de Kochar, ce qui permet en fait de faire rater sa passe et Nakale ne peut pas la récupérer. Mais ça, clairement, tu as raison, c'est le moment clé du match, je trouve, parce que en fait, on aurait pu revenir à 19-19 et en fait, on repart dans leur camp, pénalité. Et après, Jalibert fait 22-12. Donc là, après, on redevient maître du match. Ouais, exactement. Et pour le coup, ça se joue à rien. Et comme quoi, une mêlée, c'est vrai que c'est quand même très technique au-delà de juste pousser. Il y a une vraie tactique. Et pour le coup, on a des joueurs qui peuvent s'adapter face aux mêlées adverses. Moi, je voulais mettre en avant quand même mon petit chouchou, Rohan van Rensburg, qui a inscrit son premier essai avec l'UBB. Bon, il a été de nombreuses fois à 2 doigts de marquer un essai, mais encore une fois, il avance à chaque impact, il se donne, il est irréprochable. C'est la vraie bonne recrue pour combler le fait que Moefana est avec l'équipe de France. Ouais, clairement, c'est une alternative en 12 qui est incroyable. En plus, c'est vraiment le joueur parfait pour la rotation parce que il est pratiquement du même niveau. C'est-à-dire que tu vois pas de différence significative quand il est absent ou quand il est présent. Donc ça montre en fait le bonhomme et en plus c'est parfait avec Deporter et Moefana parce que il peut très bien jouer avec Moefana en 13 et lui en 12 ou avec Deporter en 13 et lui en 12. Donc franchement c'est idéal. Si on pouvait trouver ce même type de joueur en 13 pour faire reposer Nico, parce que il y a peut-être un moment où lui il sera 100% d'équipe de France, ce serait hyper intéressant. mais clairement ouais il est juste monstrueux hein, et il avance à chaque impact. Sur l'essai, on a l'impression qu'il était pas habitué à aplatir, parce que je me suis dit il va réussir à me faire un en avant. Il remet un raffut dans l'embut au mec et tout. Je me dis plonge. mais ouais, encore une grosse presta et c'est vrai qu'il est extrêmement important. Ça a été un des hommes des doublons, je trouve. Clairement, il a eu du temps de jeu, il a eu sa chance et il l'a saisi. Et c'est vrai que peut-être que pour la saison prochaine, maintenant, dans la ligne des 3/4, le seul poste qui reste à combler, c'est potentiellement un deuxième numéro 13. Mais bon, ça, on verra dans les actus. Et Van Rensburg, tu vois, il est aussi très actif dans les rucks. Alors, c'est pas le seul de nos 3/4, mais clairement, sur la guerre des rucks, on a été présent. Ouais, monstrueux. On s'attendait à un gros combat avec Oviedo Velarte. Et finalement, c'est nous qui l'avons gagné. Je crois qu'on est à 10 ou 11 rucks gagnés. Big Ben a 3 grattages, Retière qui est un ailier en a 3. Voilà, on a réussi à dominer ce secteur et on devenait même très pénible, tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient une demi-seconde de retard, c'était terminé, tu vois. Et je trouve que même il y a certains où on n'a pas été récompensé. Tu vois, j'ai l'image de Conorsa. Ah, j'avais le même, ouais. Ouais, on s'est pénalisé alors que franchement, en fait, le grattage lié, quoi. C'est un peu dur, tu vois. Bon, voilà. Après là, il faut écouter l'arbitre parce que c'est vrai que 2 ou 3 fois il dit lâcher et bon, voilà. Bon, même si même si c'est juste ce qu'il a fait, bon, il faut toujours écouter l'arbitre, quoi. Ouais, après il lui dit lâcher, il a déjà le ballon dans les mains, il est déjà relevé. Enfin bon, au bout d'un moment. Après, t'as jamais vu ça? Il y avait, je sais plus qui avait fait ça à un moment. Il y en a un qui avait arraché le ballon et après il l'avait reposé. Et après l'arbitre avait dit bon, mais C'est un peu insolent. Je sais pas si Connor est si insolent que ça. Mais ouais, clairement les rucks, vraiment Big Ben, Retière, mais enfin tous un Gazzotti, vraiment dans les rucks, on est très pénible. Ouais, c'est ça. Et puis après, l'autre secteur dont on a évoqué qu'on a été dominant, c'est la défense. Alors on a peut-être trop défendu, mais on a eu quand même des stats incroyables. Donc Caso devant qui a été énorme. Je crois qu'il a 24 plaquages. Il y a Gazzotti, alors lui c'est pareil. Hein, je pense que c'est globalement le joueur le plus constant dans la haute performance de ce début de saison. Je l'avais mis dans mon le joueur phare de cette moitié de saison et il continue toujours sur ce même rythme. Franchement, il arrive quand même à compenser le fait que Tatafou n'ait pas retrouvé totalement son niveau et que il se blesse. Franchement, heureusement qu'il est là parce qu'il nous met dans l'avancée, il est pénible dans les rucks et il est dur sur l'homme, quoi. Donc ça, c'est vraiment impressionnant.
Ouais, en défense, on a été monstrueux. Lucu, même Jalibert, j'ai des souvenirs qui s'engagent, même s'il a quelques plaquages ratés dans ses stats, il a été présent. Enfin, franchement, là-dessus, il y a aucun mec à mettre en retrait. Non. Et puis après, il y a le derrière, celui-là qui a été le plus impressionnant parce que je trouve qu'il a fait énormément de plaquages en glissant, c'est Nico Desporter, quoi. Là, c'est vraiment un match patron en défense. Alors on a parfois des problèmes de défense en équipe de France. C'est vrai qu'il pourrait être une petite solution. Bah, surtout quand tu vois comment on s'est fait prendre l'axe, c'était quoi, contre l'Italie? Ouais. Sur un certain poste numéro 13. C'est vrai il a plaqué plus que des troisième lignes, là. Non, il était monstrueux et puis des gros plaquages, quoi. Et puis même ces plaquages manqués, en fait, le mec tombe après, quoi. Oui, ils ne sont pas complétés, mais voilà, le mec, il peut pas jouer. Le mec, il est par terre, il fait en avant, donc bon. Mais c'est franchement monstrueux. Et puis après, il a été aussi présent au ruck. Il a fait une double action là où il récupère un ballon sur les rucks, etc. Donc voilà, vraiment une grosse domination. Je pense que c'est probablement le meilleur 13 en défense, tu vois, du championnat. Peut-être pas en attaque, parce qu'en attaque, t'as quand même une certaine bombe à Bayonne qui marche un peu sur l'eau, Makala, mais lui en défense, il est infranchissable, quoi. Ouais, d'ailleurs, les deux ballons qu'il récupère en bord de ruck, là, ça mène à laisser refuser de Cyril Cazot. Donc, ça aurait pu rapporter gros. Autre chose, la charnière. Bon, est-ce que c'est une surprise que maintenant qu'on a Lucu et Jalibert, bah, ça change tout? Ouais, bah, de toute façon, on gagne avec eux. Et là où ils ont été très forts, je trouve, c'est dans l'occupation. Parce que autant Perpignan a beaucoup joué à la main, mais nous, au pied, c'était vraiment incroyable, dans le sens où on les a maintenus chez eux, et après, ils ont dû relancer énormément de ballons. Donc après, tu te fatigues, et donc après, t'es moins dominant, t'es moins présent sur les rucks, et après, tu lâches des ballons, et puis après, il y a des possibilités de contre-attaque. Voilà, après, je trouve qu'ils sont pas assez lâchés en attaque, notamment Mathieu. Il y a des moments, je pensais qu'il pouvait porter un peu plus le ballon, que faire des coups de pied de pression, mais bon, globalement, on fait un match extrêmement propre sur le peu de ballons qu'on a. Voilà, je pense qu'il y a des petits coups qu'on aurait pu mieux jouer, tu vois. Max, s'il réussit son coup de pied, je pense que on prend le bonus offensif, parce que Perpignan se relève pas et ça se joue à quelques mètres. Dommage. Un coup de pied pour Yon. Ouais, Etchegaray. Okay, bah d'ailleurs, on va peut-être souligner Etchegaray, 3e match du coup avec les grands. Donc 2e match titulaire, sachant qu'il avait fait ses 2 premiers matchs à l'arrière, et là il était testé à l'aile, disponible, il s'est pas échappé en défense, il marque un essai le plus rapide de l'histoire. Bon, il continue de marcher sur l'eau. Ouais, il est impressionnant. Alors en plus, on l'attendait à l'aile exactement sur la défense, tu vois, parce que c'est là où tu peux voir si c'est un ailier qui plaque pas du tout, tu fais merde, tu pourras pas le mettre là, quoi. Et je l'ai trouvé plutôt intelligent, notamment dans les montées. Il arrivait à monter dans le bon tempo, et puis il s'échappe pas du tout. T'as raison. Donc sur les fondamentaux du poste, donc la défense, il sait bien se placer. Et après offensivement, il a du feu, quoi, dans les jambes. Alors parfois il manque encore. On voit il a pas tous les automatismes avec le groupe, parce que je pense qu'il y a 2-3 ballons sur les coups de pied. Avec un peu plus de bouteilles dans cette équipe, je pense qu'il les récupère et on peut plier le match. Mais par contre, il est impressionnant, quoi. En plus, il pue le rugby. Ça, j'adore ce type de joueur. Ces petits ailiers de poche comme Mousquet, qu'on va recruter. Chan, voilà, tu vois, c'est petit appui. Ils ont un physique un peu. T'as l'impression qu'ils sont fébriles, mais en fait, ils sont assez denses. Ils ont des appuis assez forts, tu vois. Ils arrivent à casser des plaquages par leur vitesse de rotation à l'impact. Et puis après, voilà, ça pue le rugby, c'est-à-dire que son petit coup de pied, son petit jeu au pied, à un moment, quand il joue pour lui tout seul, ça peut finir entre les poteaux, etc. Donc voilà, vraiment un peu le même profil qu'un Louis quelque part. Ouais, c'est ça. C'est pas exactement le même physique, mais peut-être Louis est un peu plus grand. Ouais, mais tu vois, c'est ce style de joueur, tu vois. Moi, je les vois un peu comme les Atis Ogbe, Louis, Chan Mousquet. En fait, au départ, bon, même si Atis Ogbe, il s'est quand même un peu étoffé comme Louis, mais tu vois, c'est des physiques un peu frêles et qui ont une grosse intelligence de rugby, qui savent monter dans le bon tempo, qui savent jouer un 2 contre 1, qui savent jouer au pied, qui sont plutôt adroits, qui savent dézonner. Enfin voilà, tu vois, ces joueurs au gros cuir rugby. Moi, j'adore ce type d'ailier. Alors, j'aime bien aussi les gros bourrins, comme Tuisoa, mais et je pense que ce type de joueur plaît à Bru énormément. Ouais. Tu vois,
c'est pas pour rien que, même à Laurent Marty, c'est pas pour rien qu'on était sur Atis Sogbe il y a 2-3 ans, et c'est pas pour rien qu'on recrute un joueur comme Sean Musquets. Ouais, et puis polyvalence aile arrière. C'est ça, ouais. Forcément utile dans ta saison. Ouais, bah, clairement, Yon, il a fait un super match. D'ailleurs, en petite mention aussi pour l'autre espoir qui a joué sur ce match, Tian Jacobs. Alors, on va pas trop en dire parce qu'il se pourrait qu'on en reparle un peu plus tard dans l'épisode, mais il a fait une grosse rentrée avec pas mal d'agressivité. Ouais, on attendait qu'il amène de l'envie, bah, c'est ce qu'il a fait. Il a répété les tâches. Il est assez agressif. Bon, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais vraiment une très bonne première. Le descriptif qu'avait fait Giroud m'a l'air très très bon sur lui. Ouais, c'est-à-dire vraiment agressif et il y va, quoi. Oui, c'est ça. Dernier point positif à mettre en avant, c'est la gestion des temps faibles et des temps forts, notamment les temps faibles qui... alors, on prend certes 2 essais, mais finalement, on s'en sort bien. Ouais, ben tu vois, il y a cette mêlée qui était vraiment extrêmement importante et on a eu les joueurs qui ont eu l'intelligence de s'adapter et de changer leur axe de poussée, etc. Moi, je trouve ça, c'est dans l'adaptation, c'est très intelligent et c'est très 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 fort. Et après, dans nos temps forts, c'est que on a marqué systématiquement quand il le fallait. Tu vois, quand on marque les 3 points pour passer à plus 10 et après quand il y a l'interview de Bru, ça c'était assez sympa. Où Bru dit bon ben maintenant on va en touche et après il est interrogé par Canal, il dit ben maintenant il faut marquer quoi. Et là on fait quoi? Touche, portée, ça qui fait aussi une très bonne rentrée, on peut le souligner. Et après ça va, le porté se construit très très bien et puis après ça va derrière la ligne. Donc je trouve qu'on l'a un peu loupé sur certains matchs où tu vois on avait les balles, tu vois des touches à 5 mètres et qu'on transformait pas. Là, pour le coup, on a dit qu'on allait marquer, on a dit qu'on allait en touche et on marque. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est ce qui permet en fait de gagner des matchs à l'extérieur. Oui, et puis la conquête irréprochable fait que t'optimises un peu tes balles d'attaque. C'est ça exactement. Et puis c'est vrai que sur le peu de ballons qu'on a eu, voilà, on aurait pu plus marquer, je pense, en deuxième, mais en première mi-temps, c'est vrai que pour le coup, je pense qu'on a quasiment tout optimisé. Même tu vois, Caso, tu vois, l'arbitre, il peut très bien siffler cette pénalité, tu vois. Mais et Caso, il est à 2 doigts. Parce que le plaquage est un peu limite. Ouais, il lui met quand même le bras un peu dans la tête, quoi. Ouais. Même si il plonge pour aplatir, il se fait quand même déboîter la tête. Et d'ailleurs, en parlant d'essais refusés, tu voulais revenir un peu sur la règle de hors-jeu offensif sur le Mol qui refuse les 3e essais de la deuxième mi-temps de Perpignan. Ouais, alors ça c'est une petite règle, c'est que il faut voir quand un Mol s'organise. Donc il y a les 2 lignes, donc la ligne d'attaque et la ligne de défense. Alors là, on était sur une touche à 5 mètres, donc la défense pouvait pas être plus à 10 mètres parce que on était à 5 mètres de la ligne. Forcément, il se mettait à 5 mètres, mais normalement, en fait, les 2 lignes, que ce soit défense et attaque, sont à 10 mètres du Mol. Et en fait, si vous remarquez, il y a l'arbitre qui lève le bras, et tant qu'il a les bras levés, c'est même les 2 bras, tant qu'il a les bras levés, en fait, les autres joueurs, donc des lignes d'attaque et de défense, ne peuvent pas venir dans le Mol. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait toujours les bras levés, et il y a Ecochard le 9 qui appelle d'abord Nakalevou, et donc Nakalevou, comme un gros bourrin, il y va. Et après, l'arbitre, il dit non, non. Et donc là, Tom Ecochard se rend compte que le Mol il n'y avait pas eu d'avancée significative, parce qu'en fait, pour qu'il baisse les bras, il faut qu'il y ait une avancée significative. Donc, qu'ils avancent un peu. Et comme il n'a pas eu ça, et bien après, t'as Tom Ecochard qui fait non, 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 non. Et lui, il y va comme un bourrin. Et le problème, c'est que ça fait une sorte d'écran. Et donc après, c'est pour ça que ça a été refusé. Mais tant qu'il n'a pas baissé les bras. Il dit qu'il y a une incidence sur la défense où Exactement. en gros, l'arrivée de Nakalevou fait que la défense est aspirée par cette arrivée-là. Et en fait, les Perpignanais partent sur le côté fermé. C'est ça. Du coup, et là, il n'y a plus personne. Mais voilà, il faut bien regarder l'arbitre. Il lève les bras à chaque fois. Et en fait, il baisse les bras quand le Mol a suffisamment avancé pour lui. Et parfois, ça peut poser problème parce que quand il n'y a pas quand le relayeur n'est pas un numéro 9, par exemple, et que c'est un 3e ligne, mais parfois ça arrive que le Mol n'avance pas et donc le talon il sort tout seul en fait, parce que normalement c'est le 9 qui va chercher le 10, etc. Et donc parfois ils attendent de l'avancer, ils l'ont pas et donc ils sont obligés de sortir tout seul, etc. Donc voilà, bien regarder l'arbitre et bien écouter les commandements de l'arbitre. Mais cette image était assez drôle, alors pas côté catalan, hein, je pense qu'ils ont un peu les boules, mais voilà. Ah bah tu le vois, Azema il pète un câble. Hein. Parce que ça, c'est le b.a.-ba quand même. Parce qu'en plus, là, c'est
Alors, je pense qu'on était quand même dans une période où on maîtrisait le match, parce que même s'ils marquaient, ils pouvaient revenir à maximum 19-22. Ben, je pense on redevenait dominant, mais clairement, ils ont peut-être laissé échapper même un poids de bonus défensif, tu vois. Là, il y avait encore une balle pour revenir qui a été ratée. Mais en tout cas, tu vois, je pense que c'est une règle qui est pas forcément connue du grand public. Moi, je n'étais pas forcément coutumier de cette règle, donc c'est cool de l'avoir, je pense, expliqué. En tout cas, dites-nous par retour de commentaires sur Twitter ou sur Instagram ce que vous pensez de ces petits points règles, si vous connaissiez déjà la règle ou si vous aimez que Yann vous fasse des petits rappels à l'ordre. En tout cas, voilà pour les points positifs de ce match. On va de suite jeter un œil au classement. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Et au classement du top 14, l'UBB fait une très bonne opération puisqu'on repasse devant Toulon. Toulon qui a perdu à Lyon malgré l'absence qu'on avait signalée des Géorgiens. Toulouse est toujours devant avec 5 points d'avance parce que eux ils ont étrié Vannes. Donc ils ont eu le bonus offensif, ils ont mis 60 points à Vannes. Bordeaux 60 points, Toulon 57, donc on a 3 points d'avance. Et derrière, Bayonne qui fait le tampon avec 47 points. Et de la 5e à la 10e place, il y a 4 points. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin de la saison régulière pour ces dernières places en barrage. À noter que Paris a gagné et se donne un peu d'air avec 32 points. Derrière, on a le Racing avec 31 points. Perpignan qui, du coup, descend d'une place et se retrouve à la 13e place. Ça, c'est problématique avec 30 points. Et Vannes, du coup, qui a perdu à Toulouse, qui reste avec 28 points. Mais du coup, pour les places de barrage et les places de descente, c'est très serré. Ouais, c'est incroyable. Franchement, là, tu vois, tu t'enchaînes 2 matchs, tu peux jouer le top 6, quoi. C'est assez fou, je trouve, ce top 14. Alors, il y a quand même, bon, nous, on se détache. Pour le coup, je pense qu'on est même pas loin d'assurer les 4 premières places. Si on fait pas trop de bêtises. Déjà, t'es sûr d'avoir un barrage à domicile à l'instant T. Et après, là, il faut que tu vises, bien sûr, les 2 premières places, hein. Parce que moi, j'avais, avant les doublons, j'avais estimé un bon doublon à 10 points, c'est-à-dire 2 victoires à domicile simples et tu vas chercher 2 points de bonus à l'extérieur. Et du coup, ce qui est déjà très bien, hein. Enfin, Ouais, c'est vrai vu qu'on avait de l'avance, en fait, si tu faisais ces 10 points-là, tu étais quand même très, très correct, très serein. Et du coup, on s'est mis une petite balle dans le pied avec le Loup. Voilà. Ça joue à rien. Non, mais bon, après, tu peux dire que Clermont, ça joue à rien aussi et on gagne, Ouais. tu vois. Donc bon, finalement, ça s'équilibre. Par contre, on a fait ce vrai bon résultat quand même contre Perpignan, qui permet de faire ces 10 points. Et je pense que tout le staff, ils avaient tablé là-dessus. Et pour moi, c'est un très bon doublon. L'année dernière, je crois que on avait fait 9 points en 5 ou 6 matchs. On s'était complètement écroulé dans cette période. Je crois que c'est le Racing aussi qui s'était écroulé dans cette période. Donc là, on passe plutôt bien les doublons. Je pense qu'on est la 3e ou 4e équipe de ces doublons, peut-être 4e. Je pense qu'il y a Toulouse qui Toulouse, c'est très simple. Il y a eu 4 matchs de doublons, 4 victoires. Donc, ils sont forcément premiers. Toulon, ils ont 3 victoires, 1 défaite. Il y a le Loup, je pense qui doit être pas mal. Le Loup a 3 victoires, 1 défaite, effectivement. Et puis après, je pense pas qu'il y ait mieux que nous. Bayonne, 2 victoires, 2 défaites. Ouais, tu vois. Vannes, 3 victoires, 1 défaite. Notamment contre le Racing et le Stade Français. Donc, Vannes s'en sort très bien. Mais tu vois, il me semble avoir vu qu'un Clermont, par exemple, Cata, La Rochelle, Cata. Donc, c'est pas forcément les clubs qui envoient le plus de joueurs en équipe de France qui sont le plus pénalisés. Mais Clermont, je crois qu'ils ont pris 1 point. C'est chez nous. Donc ils ont 4 défaites. Ils ont pris 1 point sur... La Rochelle, 4 défaites. Le Racing, 3 défaites. Donc c'est des périodes qui sont assez particulières. Mais là, pour le coup, on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti. C'est bon, on va pouvoir dire que... Alors, en plus, l'avantage qu'on a eu quand même, la chance qu'on a eu, c'est qu'on a pu se rattraper avec des mecs qui étaient pas pris dans les 19, quoi. C'est vrai que en début de saison, on pensait qu'un Lucu, qu'un Jalibert, même un Penaud qui a joué contre Clermont. Des porteurs, ouais. Des porteurs, moi je pensais qu'il allait y être, tu vois. En plus avec la blessure, qui plus est avec la blessure de Gaël, Ficou, j'étais sûr que, non.
Bah tant mieux. Tant tu me mieux, diras. tant mieux, hein, parce que là, il a été importantissime ce samedi. Et si tu regardes le classement britannique, du coup, on revient un peu sur Toulouse avec cette victoire à l'extérieur. Classement britannique, on le rappelle, qui pondère les victoires à l'extérieur et les défaites à domicile pour, en gros, voir si on est en avance ou pas. Et Toulon, du coup, qui n'a pas gagné à l'extérieur, perd du terrain sur nous. Donc, Toulouse a 18 points, Bordeaux 16, Toulon 12. Ça, c'est sans les bonus. C'est le classement strict. Donc, on est dans les clous. On est deuxième. Voilà. En tout cas, on est rassuré sur ce classement. Au sortir des doublons, ça aurait pu être bien pire que ça. On aurait pu être à 56. Même si, tu vois, en n'ayant que 56 points, on aurait été qu'à 1 point de Toulon. Donc, il n'y aurait pas non plus... Non, mais c'est-à-dire que tu perds du terrain sur une période où en fait tu sais que c'est. Après, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours pareil, c'est que ces points que tu perds, il va falloir il va falloir les rattraper et donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire enchaîner. Là, tu peux avoir des cartouches. Tu vois, si tu gagnes le 22 mars contre Toulouse, tu te dis que après tu pourras faire des demi-impasses en faisant reposer des mecs sans trop prendre de risques sur le classement, etc. Parce que là, on va quand même arriver dans des périodes où en fait on va avoir pas mal de matchs de haut niveau et surtout des matchs importantissimes pour le club, notamment les phases finales de la Champions Cup, Ouais. où là il faudra tout jouer à fond parce qu'on a quand même un beau tableau à domicile à se faire, quoi. Ouais, c'est important. Et du coup, on va faire un petit point calendrier. Alors, le 23 mars, le dimanche à 21h au Matmut, l'UBB reçoit le Stade Toulousain. On enchaîne ensuite avec un déplacement au Racing. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'avoir une équipe un peu mixte avec soit des espoirs, soit aussi les internationaux type LBB ou Moefana qui ont énormément joué aux Six Nations qui pourraient être laissés au repos contre le Stade Toulousain, à voir comment ce sera géré. Et derrière, t'enchaînes de la Champions Cup avec la réception d'Ulster, puis potentiellement une autre réception pour le quart de finale le week-end suivant. Donc ça veut dire que les équipes qui ne sont pas qualifiées, elles ont 2 week-ends off. Et derrière, t'enchaînes déplacement à Pau et réception de La Rochelle. Donc en fait là, le prochain bloc, il va jusqu'à la fin de l'année si tu performes en Champions Cup. C'est ça, ouais. C'est pour ça que moi je vois bien contre le Stade Toulousain, Lucu Jalibert, Penaud, Buros, si on parle des internationaux derrière, jouer, des porteurs aussi. Et après, comme tu dis, faire entrer la semaine d'après avec une équipe un peu plus mixte, Yoram et Louis. Je pense que tu peux arriver à mixer deux équipes de haut niveau, surtout qu'en plus au Racing, il va falloir avoir beaucoup de vitesse. Donc tu vois, je mettrais bien du Louis, du Etchegaray, peut-être faire une paire de centres Van Rensburg, Moefana. Et comme ça, après, Van Rensburg, le match de l'Ulster, tu le mets au repos ou sur le banc et tu remets la paire Moefana des porteurs qui auront alterné un jour de repos et un jour de match. Donc voilà, je pense qu'il y a... de toute façon, il va falloir faire des calculs pour amener des équipes compétitives, pas lâcher des matchs. Surtout je pense qu'au Racing, il y a un coup à jouer vu comment ils sont au fond du seau. Ouais. Mais aussi penser à reposer les mecs parce que il y a des échéances qui sont extrêmement importantes pour le club. Donc l'enchaînement Ulster, probablement La Rochelle. Bon après, on sait jamais. Hein. Munster peut faire un coup à La Rochelle, c'est pas interdit. C'est loin d'être. Là, La Rochelle, ils sont aussi au fond du fait-tout. Hein. Ils ont 4 défaites consécutives. Et là, pour voir en plus les supporters de La Rochelle sur X, c'est inquiétant de chez inquiétant. Donc, c'est pas du tout impossible que ce soit plutôt le Munster par rapport à La Rochelle en quart de finale. Ouais, et en plus, je crois que leur dernière victoire en top 14, c'était en janvier 2025 contre le Stade Toulousain, les Espoirs. Donc, c'est pas forcément une victoire qui rassure, quoi. Non, pas Parce du tout. qu'ils gagnent sur la dernière pénalité. Donc, alors après, ils ont gagné en champion à la suite, mais ouais, ça commence à être un peu long, quoi. C'est 2 victoires sur les 9 derniers matchs en top 14. Mais bon, du coup, ça, on verra. Mais pour le coup, je trouve que ça, c'est un peu la science de Yannick Bru, c'est d'arriver à économiser des mecs, faire tourner l'effectif, faire des équipes mixtes tout en ayant des équipes ultra compétitives. Pour moi, la plus belle illustration d'un peu ce tour de force côté management, c'est le déplacement à Toulouse en début d'année où personne n'y croyait. Tout le monde disait qu'il fallait envoyer une équipe bis, voire terre. Et finalement, il avait bricolé une équipe un peu hybride avec quand même pas mal de très bons joueurs, mais en faisant quand même tourner certains mecs.
et derrière tu as la victoire. Donc là-dessus je suis assez serein pour la gestion de fin d'année, et tu peux te dire que si tu as une belle épopée en Champions Cup, certes tu vas être un peu fatigué, mais ça te met quand même dans des dynamiques de victoire, de confiance qui sont bénéfiques pour le top 14 aussi. C'est ça, tu as raison, entièrement raison. Et en plus, on va récupérer des mecs. Voilà, des beaux chatons qui nous ont manqué, des Coleman, Huberty, des Matthew qui a eu un problème de la cheville. Voilà, on va pouvoir récupérer des mecs qui vont être pleins d'envie, qui vont être beaucoup plus frais. Je pense notamment à Coleman qui finalement nous manque parce qu'on peut pas mettre la rotation qu'on voudrait en seconde ligne. Quand on sera petit Coleman, Grecaso, ça va même être emmerdant pour Brut de faire des compos, quoi. ouais, c'est du jamais vu ça. On n'a jamais eu le droit à ces quatre-là en même temps, mais effectivement. Et d'ailleurs, Coleman, on va en parler dans les actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et du coup, pour commencer ces actualités, première nouvelle, la prolongation d'Adam Coleman pour 2 saisons d'après Sud-Ouest. Ça y est, on sécurise notre colosse australien. Bon, c'est une super nouvelle parce que c'est un excellent joueur. Par contre, maintenant, Adam, il faut qu'il enchaîne et qu'il joue un peu plus quand même. Ouais, alors après, moi, tant qu'il joue les phases finales, ça me va. Mais effectivement, il a eu pas mal de blessures en ce début de saison. Bon, après, c'est toujours pareil, un peu comme Big Ben, hein, il a eu quelques soucis, et en plus, il a été pris par la sélection, donc forcément, c'est un peu plus compliqué la préparation. Et puis après, il se blesse musculairement sur du synthétique au Stade Français, mais bon. Après, c'est clairement un profil de toute façon qui est hyper important, qui est très difficile à trouver, qui est très coûteux à trouver. Quand il est en forme, y a rien à dire, quoi. C'est un mec qui est hyper fort en touche, et puis qui est hyper impactant, que ce soit offensivement et surtout défensivement. Il colle des timbres à tout bas. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est clairement un profil qui est très compliqué à trouver. C'est un peu comme Sadi après l'échec Tatafou. Trouver un droitier de ce niveau qui sera quasiment à plein temps avec nous, voilà, c'est pas évident. En tout cas, c'est une bonne chose de faite. Je pense que Laurent Marty, là, il coche quand même une case où il peut se dire, bon, ça, c'est fait. Parce que le poste numéro 5, effectivement, on a quand même 2 gros joueurs qui sont Johnny Gray et Cyril Cazot qui peuvent faire la maille. Mais c'est vrai qu'Adam Coleman, il est quand même sacrément fort. Et côté 3e ligne, par contre, on a appris la fin de saison de Lachlan Swinton. Lui, vraiment, saison galère de chez galère. Il a pris un rouge 2e journée contre le Racing, ou 3e. Il n'a pas joué pendant 2 mois. Il a eu du mal à être intégré dans la rotation. Et là, en fait, fin de saison sur blessure du genou droit, quoi. Ouais, c'est un peu triste. Ça fait une petite saison, quasiment une saison blanche. Bon, voilà, il faut, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, hein, parfois c'est plus compliqué pour les sudistes de s'intégrer au top 14, et ça met un peu plus de temps que les autres. Voilà, on a aussi les Irlandais qui sont un peu comme ça. On va espérer que l'année prochaine ça ira mieux et qu'il fasse comme notre pied droit Sadi. Voilà. Après, son absence va permettre à d'autres joueurs de se révéler, des petits jeunes. Donc voilà, il faut que maintenant on arrive à compenser son absence. Petit jeune dont on pourrait éventuellement parler dans la prochaine rubrique. Restez avec nous jusqu'à la fin. En parlant de petits jeunes, une petite rumeur de Rugby Rama, il me semble, concernant Yon Etchegaray. Il y a des rumeurs de prêt en Pro D2, retour au BO, à Biarritz Olympique. Est-ce que selon toi c'est une bonne ou une mauvaise idée, surtout quand on voit les 3 derniers matchs qu'il peut sortir en pro, en top 14? Pour moi, c'est pas une bonne idée. Alors après, on adore le Biarritz Olympique. Quand même, il faut quand même les remercier parce que on va finir à avoir un tiers de l'effectif des titus qui sera du Biarritz, entre Max. On a eu aussi Lesgourg, Loukou, j'ai dit Max 2 fois, Matthew. On a aussi devant Awad, qui était venu, même si c'est un Béarnais, il vient de Biarritz. Tian Jacobs, bien sûr. Donc ça commence à faire beaucoup de biarros, c'est bien. Donc c'est vrai qu'on pourrait leur rendre l'appareil, mais bon, là il est tellement ultra performant. Oui. C'est un polyvalent ailier 15 qui est très intéressant. Pour moi, il serait extrêmement important de le garder. Alors après, ça sonne un peu le prêt peut-être ou la fin pour Rébier.
Bah, c'est Mais ça. En gros, si tu regardes un peu poste pour poste, en 15, on a un départ, c'est Nance Ducoin qui prend sa retraite, et t'as Chan Mousquet qui arrive. Donc là, tu peux te dire, bah, en fait, il n'y a pas la place pour intégrer Etchegaray, mais du coup, Rébier, qui est au fin fond de la hiérarchie dans les ailiers ou même les arrières, bah, est-ce que c'est pas lui plutôt qu'il faudrait prêter pour qu'il aille prendre du temps de jeu? Parce que même là, avec des opportunités de temps de jeu, bah, c'est soit Samou, soit Etchegaray qui prennent sa place à l'aile. Donc tu peux te dire que c'est peut-être lui qui va être prêté finalement. ouais, c'est ce que je pense qui serait mieux parce que visiblement le staff ne compte pas du tout sur lui. Donc peut-être que c'est une connerie, mais bon. Après, finalement, ils ont peut-être un peu raison parce que quand tu vois les performances de Etchegaray, tu te dis que ils sont pas trop trompés quand même. Parce que le mec en 15 ou en ailier, il fait quand même de belles performances dans des contextes un peu hostiles, c'est-à-dire à Bayonne et à Aimé Giral à Perpignan, quoi, qui sont pas non plus des terrains qui sont hyper faciles. Tu vois, c'est plus facile, je pense, de commencer à Chaban, chez toi, tranquillement, avec toutes les stars à côté, quoi. Ouais, Chaban, au Racing, tranquille. Ouais, ou au Racing, tu vois, oui, effectivement, au Racing, c'est encore mieux, C'est quoi. pas mal. Synthétique, bon, il n'y a pas trop d'animosité, c'est peinard. Il pleut pas. C'est ça, ouais, il fait chaud. Donc c'est... Ouais, donc ouais, plutôt, on serait plutôt content de le garder avec nous, Yon, avec Chan. Et Rébier, ce serait bien qu'il aille chercher du temps de jeu Pro D2 ou peut-être dans un club... Biarritz. Biarritz, allez, dis-le. Ou même à Oyonnax, tu vois, qui puisse refaire du temps de jeu là-bas, dans un club qu'il connaît, où il peut prendre de l'expérience. Côté équipe de France, on a appris du coup ce dimanche soir que Sipili Falatea et Mathieu Jalibert n'iront pas à Marcoussis cette semaine, donc pour préparer le match contre l'Irlande ce samedi à 15h15, il me semble. Falatea, problème de dos, ça on l'a bien vu quand il est sorti, et Mathieu Jalibert, problème à la cheville, une entorse possiblement. Oui, c'est ce qui a été évoqué par Ruby Arma. On n'a pas beaucoup plus d'informations, peut-être qu'on en aura dans le prochain point effectif de Sud-Ouest, ouais, ou du club, mais je ne sais pas s'ils vont communiquer vu qu'il n'y aura pas de match avant Toulouse. Mais en tout cas, ils restent à Bordeaux, ils vont pouvoir faire du frais, se reposer, décharger mentalement aussi, parce que j'imagine que les allers-retours à Marcoussis, c'est quand même prenant. Donc une petite pause pour ces deux-là. Et concernant encore les équipes de France, cette fois-ci les U20, c'est un petit jeune de chez nous qui avait crevé l'écran contre l'Italie. Elijah Ipsayen, lui par contre, absence 2 mois et demi, 3 mois. C'est quand même très problématique. Ouais, c'est ce qu'on a appris. Visiblement, il a eu un souci au genou. Donc je connais pas la blessure précise, mais visiblement il a joué. On voit quand il est rentré dès la 10e minute, il se tenait le genou. Et en fait, il a fait tout le match avec cette blessure au genou, donc ça aurait pu s'empirer. Un petit tacle quand même au staff des U20 parce que bon, il faut pas trop jouer avec la santé des joueurs, surtout quand ils sont. Alors déjà, il faut pas jouer avec la santé des joueurs en général, mais en plus quand ils ont 19 ans ou 18 ans, je trouve ça pas très malin parce que ça aurait pu être bien plus grave. Effectivement, on parle de plus de 2 mois, donc c'est assez compliqué parce qu'en plus moi je le voyais bien peut-être rentrer un peu dans la rotation avec la blessure de Sweeton pour faire quelques matchs quand tu vois par exemple au Racing ou quoi. Mais là, en fait, il va se reposer et je pense qu'il va pouvoir recommencer à la course et la préparation, peut-être pour la Coupe du Monde du 20, mais j'espère qu'ils vont faire un peu attention à lui, quoi. Ouais, c'est toujours un peu dommage d'avoir ce genre de cas de figure, mais écoute, on lui souhaite un très prompt rétablissement à Elijah Ipsayen, notre troisième ligne qui a crevé l'écran sur ses premiers matchs du tournoi des 6 nations U20 et on espère effectivement grandement le voir avec les U20 cet été pour la Coupe du Monde. Concernant les féminines, les Lyonnes étaient au stade toulousain ce week-end et elles ont gagné 26-22, ce qui n'est ni plus ni moins que leur 13e victoire en 13 matchs cette saison, sachant qu'elles ont un match de retard qu'elles vont disputer ce week-end à Rennes le 9 mars à 14h pour enchaîner une 14e victoire consécutive, cette fois-ci pour le compte de la
12e journée, car c'est un match en retard. Mais bon, ça déroule. Clairement, là-dessus, on les suit. Mais bon, les week-ends se suivent et se ressemblent. Moi, je pense que... Enfin, je vois pas comment elles pourraient perdre encore le bouclier. Franchement, elles sont au-dessus. Hein. Là, elles ont gagné que de 4 points à Toulouse. Donc, c'est peut-être l'équipe qu'il faudra battre avec Blagnac en phase finale. De ce qu'on m'a évoqué, les Toulousaines ont été très réalistes. Ouais. Voilà, elles ont été pas mal dominées et elles ont marqué voilà, sur le moindre ballon qu'elles ont eu, tu vois. Mais je pense que on est encore au-dessus. On a encore un peu de marge, quoi. Ouais, sachant que j'ai vu que par Gauthier Baudin, qui est donc journaliste indépendant qui est sur Twitter, qu'il y avait quand même pas mal de monde à ce match-là, donc ça devait être assez cool comme ambiance. C'est tout pour les actus du club parce qu'il n'y avait pas de match de désespoir. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation d'un petit espoir. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et donc, je le disais un peu plus tôt dans l'épisode, c'est un petit joueur que vous avez pu voir ce week-end pour sa première en top 14. Il est sud-africain, il joue au poste de numéro 6 ou 7. Il nous vient du Biarritz Olympique où il est arrivé en 2022 de Cap Oriental en Afrique du Sud. C'est Tian Jacobs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yann ? Eh ben, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc ouais, ce joueur qui est venu de Biarritz, quand il jouait en Pro D2, il jouait pas mal 4, mais pour moi c'est clairement un profil de 6, vraiment ce qu'on appelle, les Anglais ils appellent ça blindside, enfin tu vois, un petit côté, les côtés fermés, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont on l'a bien vu, hein. Alors ça va être important, il faudra quand même qu'on arrive à canaliser son agressivité parce qu'il m'a l'air d'être assez méchant. Alors moi je dis un peu con, mais alors c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, ce côté un peu, tu vois, il s'engage comme un malade. C'est plus, il se pose pas de questions, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Kramer peut faire ça, par exemple. Voilà, cette agressivité avec des gros plaquages, ça répète les efforts, ça se déplace mine de rien malgré un physique où t'as l'impression qu'il est un peu lourd, mais il se déplace énormément. Et puis 2-3 fois, il m'a fait des déblayages. Tu vois, avec cette agressivité sud-africaine, alors, qui est extrêmement important, je pense, parce que pour gagner un combat, il faut parfois être plus agressif que l'adversaire, et donc on a besoin de ce genre de joueur. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a recruté Swinton. C'était pour amener cette agressivité. Bon, malheureusement, il s'est blessé, mais c'est ce que j'allais dire. Dans le profil, c'est quand même très similaire à Swinton. Exactement. C'est un peu ce 6 côté fermé qui peut même dépanner en 4 et qui va mettre des brins dans les rucks en essayant de déblayer. On l'a vu à un moment sur le molle porté, il arrivait comme un malade. Ouais. D'ailleurs, bon, il a blessé son compatriote Ori. Je pense qu'il a dû avoir mal aux côtes. Pareil, à un moment, il reprend De La Fuente, qui est quand même un 12 assez solide. J'ai l'impression qu'il se prenait un cadet, quoi. Il a pris en travers. Donc voilà. Donc je pense que lui, son axe de progression, alors il a pas fait de faute, hein. On va pas l'accuser alors qu'il a rien fait, mais je sens le joueur qui risque de faire des excès d'engagement et qui va se pénaliser. Donc Giroud en a parlé. Je pense qu'il faut qu'on arrive à canaliser son agressivité pour garder que le meilleur. Et je pense qu'il va pouvoir rentrer assez facilement dans cette rotation de 6 parce que c'est des joueurs qu'on n'a pas tellement et qui sont extrêmement importants. Tu vois, des joueurs pénibles comme ça, c'est extrêmement important dans les effectifs. Il faut toujours en avoir, même si voilà, et il faut bien les gérer parce que après quand ils rentrent dans une fatigue, ils peuvent avoir que le côté mauvais et faire que des mauvais gestes. Ouais. Typiquement, on le voit parfois à La Rochelle, Skelton, parfois il y a un peu le mauvais Skelton, quoi. C'est-à-dire que parfois il peut être extrêmement performant tout un match et parfois il peut péter des plombs et régulièrement. Ouais, alors lui c'est vrai que ça se touche régulièrement, ouais. Mais tu vois, c'est vrai que lui, c'est vrai que bon, il fait pas. Mais Douglas, c'était un peu comme ça. Ouais. Tu vois, un joueur extrêmement important. Ouais, ce profil-là qui est hyper agressif, il te le faut, mais du coup, l'agressivité, c'est quand même très dur de la contrôler, de la mettre au bon endroit, quoi. Mais voilà, il faut réussir parce que ça peut coûter très cher. Ça peut faire beaucoup de bien comme coûter très très cher. C'est ça. C'est vrai que si tu prends un rouge au bout de 10 minutes, c'est un peu pénible. Tu vois. Botia, c'est pareil, tu vois. Parfois, il prenait des rouges comme ça. Mais bon, ça amène une diversité, tu vois. C'est un peu moins joli que Mathieu, par exemple.
Ouais, les deux d'ailleurs qui nous viennent du BO qui sont arrivés cet été. Clairement, on a deux belles pioches dans des profils effectivement, les deux en troisième ligne dans des profils très différents. Mathieu plus en vélocité, en jump, en mobilité, là où Jacob c'est plus en combativité, agressivité. C'est ça, exactement. Bah écoute, nous c'est toujours un régal d'avoir des nouveaux joueurs qui pointent le bout de leur nez, donc encore un plaisir de le voir jouer. Peut-être qu'on présentera Yon prochainement, ça peut être cool à faire, même si tout le monde l'a quand même déjà un peu vu et a vu ses qualités d'appui, de jeu au pied, etc. Donc, mais bon, on le présentera quand même parce qu'il faut qu'on le présente comme. D'ailleurs, je crois qu'on a des Romain Gardera sur la liste, on a des Jacques Ngambous qu'on n'a pas fait non plus. Donc il nous reste quelques espoirs quand même à faire. Christian Everett aussi, on peut en parler. Apparemment, il est pas trop mal au talon, le jeune Sud-Africain qui nous a rejoint cette saison. Ouais. Donc on va peut-être continuer encore un peu sur notre liste d'espoirs. En tout cas, voilà pour ce 21e épisode. On espère que vous avez passé un très bon moment. Donc il n'y a pas eu de présentation du prochain match, c'est pour ça que c'est un poil plus court que d'habitude. Mais si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas du coup à vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, à nous suivre sur Twitter. Donc Yann c'est Tuisova UBB et moi c'est Cyril Bourrez. C'est pas très original. Ou à nous suivre sur Instagram, le compte UBBist où vous aurez les alertes du coup de tous les épisodes en story ou publiés. Et n'hésitez pas aussi à lâcher des notes sur les plateformes de streaming. Voilà, on a hâte de voir quand même ce petit match France-Irlande samedi après-midi. Ça devrait être assez sympa et on pourra débriefer de la perf des quelques Bordelais qui seront présents lundi prochain. Voilà, merci beaucoup Yannou pour ce débrief de UBB USAP. Allez, ciao tout le monde. Ciao.